Bonjour à tous. Mon nom est Dominique Trudeau et j'ai le plaisir de vous accueillir ce matin au nom d'Intergénération Québec pour le forum virtuel Génération Climat, agir ensemble pour l'environnement, qui sera réparti sur 3 demi-journées du 25 au 27 mai et comprendra un dialogue intergénérationnel, une table ronde et un atelier de co-création autour de 2 thématiques au choix. Le webinaire d'aujourd'hui, Deux générations, un même engagement, regard croisé de 2 militants, consistera en un dialogue entre 2 générations représentées par André Bellil, cofondateur et président de l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique, et de Marwan Joundi, ancien porte-parole de La Planète s'invite à l'université et candidat à la maîtrise en sciences politiques. Je passe maintenant la parole à la directrice d'Intergénération Québec, Madame Fatima Ladjage, qui porte le flambeau d'Intergénération Québec depuis 10 ans maintenant et qui aimerait vous souhaiter la bienvenue. À toi, Fatima. OK. Bonjour, mesdames, messieurs, et bienvenue à notre forum Génération Climat, agir ensemble pour l'environnement, que nous tenons dans le cadre de la Semaine québécoise intergénérationnelle qui a lieu du 23 au 29 mai. Merci d'avoir répondu présent à cette réflexion collective à laquelle nous vous invitons et que nous abordons dans un contexte bien particulier, vous le savez bien. En effet, la pandémie nous a obligés à revoir nos savoir-être et savoir-faire en même temps que de réinventer nos liens sociaux en sortant de notre zone de confort. En ce jour de 25 mai, qui souligne la journée québécoise de l'amitié n'a pas d'âge, reconnue comme telle depuis 2012 par l'Assemblée nationale du Québec, nous célébrons et valorisons les liens intergénérationnels. Cependant, il nous a semblé essentiel d'aborder une question aussi importante que la lutte contre les changements climatiques, parce que c'est l'un des enjeux sociétaux les plus importants que toutes les générations doivent prendre à bras-le-corps. Il y va de notre survie à tous. Pour tenter de remédier à l'éco-anxiété qui a fortement augmenté ces dernières années et être au diapason des recommandations universelles de lutte contre les changements climatiques, nous avons estimé qu'il est essentiel de réunir les générations autour de ce défi commun. C'est sûr que les changements climatiques ne sont pas l'apanage des baby boomers ni des millénarios, car ils résultent des activités humaines. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu rassembler durant cet événement des citoyens jeunes et aînés, des experts et acteurs de divers horizons pour déconstruire les préjugés des uns vis-à-vis des autres et mettre en œuvre une vision et des gestes concrets pour faire de l'environnement une action intergénérationnelle et prioritaire à la fois. Certes, il est vrai qu'au terme de ces 3 journées de réflexion, nous ne sortirons pas avec des solutions miracles pour faire barrage aux effets climatiques, aux effets des changements climatiques sur l'environnement, mais au moins avec une sensibilisation aux moyens à mettre en place pour agir ensemble afin de faire la différence et réduire au mieux l'empreinte écologique. Chers invités, comme ce 25 mai marque aussi notre 2e journée de dévoilement des lauréats du concours, je voudrais remercier et féliciter au nom de notre réseau Intergénération Québec les 75 organismes participants et leurs partenaires qui, malgré les difficultés générées par les mesures sanitaires, ont fait preuve de beaucoup de volonté et de créativité pour mettre en place des projets qui rapprochent les générations et renforcent leurs liens. Aussi, je remercie vivement tous les acteurs et professionnels que nous avons sollicités, toutes générations confondues, pour nous prêter main forte dans l'organisation de ce forum et pour enrichir sa programmation. Pour aujourd'hui, j'aimerais remercier en particulier Madame Martine Lagacé, Messieurs André Bellil et Marwan Joundi d'avoir accepté de prendre part à ce dialogue intergénérationnel. Permettez-moi aussi de remercier bien sûr vivement nos commanditaires et partenaires, en particulier la Fondation Luc Maurice, qui depuis 5 ans nous appuie financièrement pour offrir des bourses aux lauréats du concours. Je remercie aussi le Fonds de solidarité FTQ,
la Fondation La Capitale, Mission Inclusion, anciennement la Fondation L'Œuvre Léger, et la Fédération des Jardins. Je remercie aussi tous les membres de notre comité organisateur de cet événement, Laurel Matthews et Dominique Trudeau, respectivement vice-présidente et secrétaire de notre CA, ainsi que les autres membres de notre conseil d'administration, sans oublier bien sûr les membres de mon équipe, Lydia Johnson et Mathieu Fanière, qui ont travaillé fort pour se familiariser avec les plateformes numériques et nous préparer ainsi ce forum. Je les en remercie vivement. Pour finir, j'aimerais donc vous annoncer que dans un esprit de solidarité, nous offrons une modeste contribution à Cyclistes solidaires pour venir en aide à cet organisme récemment créé dans le contexte de la pandémie et qui se dédie à la sécurité alimentaire. J'invite donc, je ne sais pas si c'est présenté ou pas, Monsieur Mathieu Couture, un des fondateurs de ce bel organisme, à vous décrire brièvement les bienfaits de leur mission. Donc, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite bien sûr une bonne matinée en notre compagnie. Merci. Bonjour, merci Fatima de nous laisser un peu de temps pour présenter notre merveilleuse initiative. Je m'appelle Mathieu Couture. Je fais partie des dizaines de personnes, voire centaines, qui se sont mobilisées l'année dernière pour commencer à faire des livraisons à vélo pour favoriser la sécurité alimentaire à Montréal. Donc, l'initiative, comme Fatima l'a mentionné, s'appelle les Cyclistes solidaires. Pour le moment, on est présent dans 5, voire 6 arrondissements à Montréal, mais il y a des porteurs et des porteuses de projets dans d'autres régions du Québec qui ont commencé aussi à faire de la livraison à vélo en sécurité alimentaire. On peut penser à Laval, à Québec notamment. Puis, c'est une initiative qui est née complètement à cause de la crise qu'on a commencé à vivre en mars 2020. C'est un besoin qui a été exacerbé en fait par la crise parce que tout d'un coup, les personnes qui bénéficiaient déjà d'un service d'alimentation, par exemple en allant chercher directement leurs denrées alimentaires dans les organismes communautaires sous forme de panier ou sous forme de repas, parfois déjà prêts à manger. Mais malheureusement, avec la pandémie, tous les organismes communautaires devaient fermer leurs portes et tout d'un coup, toutes ces personnes-là devaient rester chez elles et ne pouvaient pas bénéficier nécessairement d'un service de livraison. Donc, c'est à ce moment-là qu'il y a des personnes qui parfois avaient perdu leur emploi, d'autres voulaient simplement s'impliquer dans leur communauté pour améliorer le sort de personnes peut-être un peu moins favorisées dans leur entourage. Ont pris leur vélo, ont commencé à effectuer des livraisons, puis maintenant, ça fait plus d'1 an que des livraisons se font à chaque semaine dans certains organismes, dans certains quartiers. Puis on parle quand même de dizaines de milliers, voire 100 000 livraisons qui ont été faites avec, entre autres, un organisme qui s'appelle la Cuisine collective Hochelaga-Maisonneuve. Mais il y a plusieurs autres organismes, je ne vais pas tous les nommer, mais on parle quand même d'une quinzaine d'organismes avec lesquels on collabore activement pour leur fournir un service de livraison. Puis, même pour les 2 prochaines années, je tiens à souligner quand même le soutien financier de la Ville de Montréal qui va nous permettre justement d'acquérir de l'équipement comme des remorques à vélo, entre autres, pour continuer justement à assurer un service de livraison qui est efficace, rapide et écologique, tout en favorisant aussi l'implication sociale, l'engagement dans sa communauté pour améliorer justement le bien-être de la collectivité. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Puis, merci beaucoup, Fatima et à toute son équipe d'avoir pensé à nous pour reverser un 15% du prix des billets pour participer au forum. C'est quelque chose de symbolique, mais qui nous pour lequel on est très reconnaissant et qu'on pourra utiliser évidemment pour notre mission, pour nos activités. Donc, merci beaucoup à vous et bon forum pour le reste. Merci Mathieu Couture pour cette présentation. Nous entrons maintenant dans le vif du sujet de ce dialogue qui sera animé par Madame Martine Lagacé, qui est professeure titulaire au département de communication de l'Université d'Ottawa. Après avoir été directrice du département de communication, puis vice-doyenne à la gouvernance de la Faculté des arts, elle est maintenant vice-rectrice associée à la recherche. Ayant œuvré au sein de la Société Radio-Canada durant plus de 10 ans, elle détient aussi une vaste expertise journalistique.
Ses travaux portent en particulier sur les tenants et les aboutissants de la discrimination sur la base de l'âge. Elle a mené plusieurs enquêtes de terrain au Canada et à l'échelle internationale auprès des travailleurs comme des patients âgés, afin de mieux comprendre les manifestations et les répercussions de l'agisme. Elle contribue à plusieurs organisations, notamment auprès du Conseil national des aînés, de l'Institut du savoir Montfort, de l'Institut de recherche Bruyère et de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Elle a également établi plusieurs collaborations de recherche à l'échelle internationale. À vous, Madame Lagacé, et bon webinaire à tous. Merci beaucoup, Madame Trudeau. Et permettez-moi d'abord et avant tout de remercier les organisateurs, l'équipe donc qui a mis en place cet événement qui nous permettra de réfléchir sur comment l'intergénérationnel vraiment est une voie de sortie pour bien des enjeux de société. Alors, j'ai le plaisir ce matin donc d'animer ce webinaire qui portera sur la façon dont des membres de différentes générations sont engagés pour un même combat, si j'ose utiliser ce mot, qui sont engagés donc dans la lutte contre les changements climatiques. Et donc, ce sont des regards croisés de militants que l'on rencontrera ce matin. On entendra, on écoutera leurs perspectives sur la façon dont ils se sentent interpellés par ces questions environnementales. Petit rappel peut-être technique qui a été évoqué par Madame Trudeau. Donc, si vous avez des questions, libre à vous de les inscrire d'ores et déjà dans la fonction questions-réponses. Nous aurons une bonne période de temps allouée justement à vos questions, à chacun des panélistes ce matin qui a pris le temps donc de participer à ce webinaire. Je vous les présente à l'instant. D'abord et avant tout, M. André Bellil. M. Bellil est cofondateur et président de l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique. André Bellil est de toutes les luttes environnementales depuis près d'une quarantaine d'années, des pluies acides au gaz de schiste, en passant par la centrale du Suroît et le programme d'inspection et d'entretien des vieux véhicules. Candidat pour le Parti vert du Canada en 2015, il est à l'origine de plusieurs des plus importantes campagnes d'éducation populaire en environnement. Et parallèlement à sa carrière d'environnementaliste, il exploite la ferme forestière du Mont Frampton, où il possède 250 acres de forêt. Monsieur Bellil, soyez le bienvenu. Et j'espère qu'il se joint, qu'il est bien, bel et bien avec nous. Je vous présente donc notre second invité panéliste, M. Marwan Joundi. M. Joundi complète actuellement une maîtrise en sciences politiques à l'Université de Montréal, où il prépare un mémoire sur la polarisation autour de l'enjeu climatique au Québec. Très engagé dans la lutte environnementale, il a participé à la création du collectif La planète s'invite à l'université, dont il a été l'un des co-porte-parole jusqu'en août 2020. À ce titre, il a participé à l'organisation de la Marche pour le climat en septembre 2019. Il a aussi contribué au lancement de la consultation 101 idées pour le climat menée par le Pacte pour la transition. Et récemment, il a produit un rapport intitulé « Les arguments stratégiques en faveur d'une convergence des luttes pour le hub de mobilisation pour la justice climatique ». Alors, M. Joundi, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Et je veux m'assurer qu'on entend bien M. Bellil aussi. Êtes-vous avec nous, M. Bellil? Oui, je vous entends bien pour le moment. Ça va. Excellent. Vous me rassurez, vous m'envoyez rassurer. Vos perspectives sont essentielles pour le webinaire ce matin. Alors, messieurs, je vais commencer avec une première question et libre à vous, là, soit M. Bellil, soit M. Joundi d'y répondre. Je pense que nous sommes tous intéressés d'abord et avant tout à savoir quelles ont été vos motivations à vous. Quel a été l'élément déclencheur pour votre engagement dans la lutte contre les changements climatiques, là. Monsieur Bellil, peut-être. Je vous donne la parole d'abord et avant tout. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager dans cette cause? Bon, si la question s'adresse à moi, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. OK. Alors, si la question s'adresse à moi, ben, c'est un suivi. J'ai
cofondé la QLPA il y a presque 40 ans et on parlait à ce moment-là des problèmes de smog, de pluies acides, de destruction de la couche d'ozone et de réchauffement climatique. Mais on était pas mal tout seul, hein, et je fais partie de la première génération d'écolos militants et j'ai moi-même cofondé le premier groupe d'éducation populaire à l'environnement pour justement permettre aux gens de comprendre de quoi on parle et surtout qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc, j'ai 40 ans d'expérience, si on veut, au front, là, comme militant et je suis très fier de dire que comme groupe militant, on a été parmi les plus actifs et les plus déterminés. Là. C'est facile d'être un écolo de salon, mais d'être un écolo au front, c'est une autre affaire. Mais ça permet d'avoir une perspective beaucoup plus précise sur les acteurs, sur les stratagèmes, sur toutes sortes de choses que j'ai essayé de vous communiquer. Et j'espère qu'à la fin, on arrivera à passer au travers l'espèce de brouillard qu'on a semé entre les générations pour bien nous diviser et nous faire perdre beaucoup de temps qu'on aurait pu gagner il y a au moins 20 ans. Mais il faut comprendre que les pétrolières, les gouvernements et tous ces gens-là travaillent ensemble. Et même les médias, dans bien des cas, font partie du problème qui ont fait qu'on a perdu au moins 25 ans en disant que les vieux boomers comme moi, c'est de notre faute et que les jeunes vont tout régler. Mais entre-temps, il n'y a rien qui s'est passé. On n'a pas échangé entre nous. Et ça, c'est le problème principal à régler. Mais je demeure parfaitement optimiste puisque l'espoir réside dans l'action et on est là pour ça. Merci beaucoup, M. Bellil. Et je vais absolument revenir là dans quelques instants, d'une part sur vos 40 ans d'engagement, parce que on veut connaître un peu l'évolution durant ces 40 ans, qu'est-ce qui a changé. Et surtout, je vais revenir un petit peu plus tard sur cette question du brouillard qui a été créé. Vous avez raison d'utiliser ce mot brouillard parce que c'est une espèce de fausse division générationnelle qu'on a semée, surtout sur les questions environnementales, auxquelles le politique, par inadvertance peut-être, involontairement, mais a participé et jusqu'à une certaine mesure les médias. On va y revenir. J'aimerais inviter M. Joundi maintenant à nous faire part de ses motivations à vous. M. Joundi, quel a été l'élément déclencheur pour vous dans votre engagement, qui est peut-être plus récent que celui de M. Bellil, mais certainement tout aussi intense, là? Oui, effectivement, je n'ai pas 40 ans d'expérience encore. J'espère que je vivrai suffisamment pour ça. Mais moi, je dirais que mon premier déclic, je l'ai eu quand j'avais peut-être 8 ou 9 ans et j'avais vu un documentaire qui s'appelle Home du photographe Yann Arthus Bertrand. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler ou si vous connaissez, mais c'était vraiment magnifique parce que je découvrais en même temps la beauté de la planète dans tous ces paysages un peu partout dans le monde et en même temps, je découvrais sa destruction par les forces que André nommait très bien. Et c'était cette double découverte en même temps qui m'a mis dans une position très étrange, très triste en fait, parce que je me disais que j'aurais peut-être jamais l'occasion de voir cette beauté si elle est détruite. Donc ça, c'était mon premier déclic. Mon deuxième déclic, c'était un autre documentaire français, Demain. On en a beaucoup entendu parler, où là, ça allait plus dans le concret, où ça montrait des initiatives citoyennes, de changements concrets dans plusieurs domaines, l'alimentation, le transport, la politique, l'éducation. Ça, c'était mon deuxième déclic. Je l'ai eu plus tard dans ma vie. C'est ce qui m'a inspiré à aller étudier en politique. Mais ça m'a montré qu'il y a des solutions, en fait. Puis, le troisième déclic où là, je me suis mise à l'action, c'était quand il y a eu le rapport spécial du GIEC il y a 2 ans, en 2018. Le fameux rapport qui disait que pour limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré et éviter des conséquences catastrophiques, il fallait agir non pas dans 20 ou 30 ans, mais dans les 10 prochaines années, dans 192 pays dans le monde. Donc, j'ai clairement compris que c'est maintenant que ça se joue. Et comme beaucoup de personnes, j'ai ressenti cette urgence-là dans mon corps presque. J'avais plus d'autres options que d'agir. Puis, comme j'étais ici au Canada, j'étais nouvel arrivant, je venais d'arriver au Canada, j'apprenais en même temps qu'il y avait beaucoup beaucoup de la faute incombée au Canada, notamment dans son secteur pétrolier, mais aussi ces multinationales et ces compagnies minières qui vont un peu partout dans le monde semer la destruction. Fait que je me suis dit qu'il
j'avais de la chance d'être ici et qu'il fallait que j'utilise cette position-là pour participer à cet effort collectif. Merci beaucoup, M. Jondy. J'aime, en tout cas, il y a une phrase que vous avez prononcée que je trouve qui est très, très éloquente et très révélatrice. Je n'avais plus d'autres options que d'agir. Alors, c'est un déclic qui est fort. On va y revenir au fur et à mesure de la discussion. Heureusement, on a pas mal de temps. On a au moins un bon 45 minutes ensemble et ensuite, je suis certaine qu'il y aura beaucoup de questions du côté des gens qui se joignent à nous ce matin. Monsieur Bellil, si on revient un peu en arrière, là, durant vos 40 ans d'engagement, est-ce qu'il y a eu un changement au niveau des représentations des générations au fur et à mesure? Est-ce qu'il y a eu cette représentation des générations qui a changé? Est-ce qu'elle a évolué depuis le début de votre engagement? Oui, beaucoup, mais pas toujours dans la bonne direction ou les bonnes directions. Disons que pour faire un résumé assez court, je fais partie de la génération qu'on a appelée les hippies qui prônaient le retour à la terre, la protection de la nature, la convivialité, le vivre ensemble. Ça, disons que les années 70-80, j'ai fondé la QLPA en 82, mais j'étais membre de groupes écolos, des quelques groupes écolos qui existaient à l'époque. Alors, il y avait à ce moment-là vraiment cette mentalité qui émanait finalement de la pensée solidaire du mouvement hippie, si on veut, où tout le monde contribuait, tout le monde apportait sa pierre à la construction, où il y avait vraiment ce sentiment d'urgence, de solidarité et de devoir. Et ça, c'était extrêmement fort. Ça nous a permis de gagner des batailles importantes. Bon, pour les plus âgés, là, je ne suis pas sûr que Marouane est bien au courant de ce dossier-là, mais dans les années 80, il y avait un dossier très grave, très important, que tout le monde disait absolument impossible à renverser. C'était le dossier des pluies acides et du smog, parce que c'est lié ensemble. Et bien, on a réussi à gagner cette bataille-là au niveau du nord-est du continent parce que tout le monde a travaillé ensemble. OK? Et ça, ben, c'est une grande victoire qui s'est appelée l'accord nord-américain sur la pollution transfrontalière. Et c'est au Québec que la bataille s'est gagnée, il faut s'en souvenir. Mais justement, après cette victoire mémorable-là, les partis politiques, les compagnies dans les domaines fossiles et même les médias ont entamé une stratégie de désinformation. Aujourd'hui, c'est bien connu, il y a eu beaucoup d'enquêtes qui démontrent ce que nous dénoncions depuis des années, qu'on utilisait tous les moyens possibles pour détourner l'attention, désinformer les gens. Et le résultat de ça, c'est que la génération qui a suivi après nous, celle qui débute vers le 1995, milieu des années 95, qui coïncide avec le virage néolibéral, bien là, tout à coup, les jeunes qu'on espérait être notre relève, bien, ils n'étaient pas là. Il n'y avait que des cheerleaders du pouvoir, des gens qui étaient collés aux partis politiques, qui espéraient tous avoir de gros jobs en environnement pour le gouvernement, pour les compagnies, les ci, les ça. Alors, on faisait beaucoup de relations publiques. Je reprendrai les paroles de Paul Wells de la revue Maclean's et qui parlait du gouvernement Trudeau présentement, qui disait que c'est un gouvernement expert en relations publiques, mais irresponsable au niveau de la gestion de la crise climatique. Bien, ça résume pas mal ce qui s'est passé. On a développé des capacités de communication et de désinformation absolument incroyable. C'est à peine croyable pour les gens qui commencent, mais pour ceux qui sont là comme moi, ben c'est extrêmement choquant de voir tout ce qu'on a pu mettre comme ressources pour endormir le monde, pour perdre du temps. Et c'est arrivé jusqu'au point où on s'est fait dire, il n'y a pas tellement longtemps, dans le coin de Sherbrooke, par des jeunes qui probablement pensaient bien faire, disaient que les vieux comme nous n'avaient pas d'affaires là, que la crise climatique, c'est l'affaire des jeunes et que seuls les jeunes vont pouvoir gagner. Bien, ça, c'est une grave erreur. Il faut qu'on travaille ensemble parce que les jeunes qui n'ont pas l'expérience de ce qui s'est passé vont manquer beaucoup des pièges et des guet-apens puis des détournements que
les politiciens sont experts à mettre dans nos genres. Voilà. Mais c'est fascinant ce que vous dites parce qu'au fond, encore une fois, on se rend compte que toute cette division générationnelle, la fameuse fracture générationnelle, elle a été finalement construite de toutes pièces. Ouais. Quand vous... Tout à fait. Si vous regardez, par exemple... Oui, allez-y, M. Bellil. Bon, si vous regardez, par exemple, là, fin des années 80, début des années 90, tout ce qu'il y avait de mouvement était favorable à la protection de l'environnement. Et là, je ne parle pas juste des mouvements environnementaux, là, mais que ce soit dans le domaine de la culture, dans le domaine de l'agriculture, dans tous les domaines, on se disait, bien, l'environnement, c'est fondamental, il faut que quelque chose se passe. Et c'est justement au moment où on est devenu solide, où cette compréhension-là était partagée par beaucoup de monde dans plein de secteurs, que là, les pouvoirs ont senti le besoin d'intervenir pour empêcher le progrès de se produire ou que nous amenions le progrès. Parce que eux, ce n'est pas le progrès qui les intéresse, c'est leurs intérêts. Avant de me tourner vers M. Joundi, peut-être une autre question pour vous, M. Bellil. Quand vous étiez plus jeune, quand vous avez commencé votre engagement il y a 40 ans, comment vous voyez les aînés engagés dans le mouvement? Est-ce que l'histoire se répétait au fond? Hein? On recrée toujours une fracture entre les générations. Est-ce que ça existait aussi chez vous à l'époque quand vous étiez plus jeune? Est-ce que vous voyez les aînés comme qu'est-ce qu'ils font dans cette bataille, dans cette lutte contre l'environnement? Disons, là, ça dépend. Si on parle par rapport à l'environnement, non. Les aînés qui étaient là à l'époque étaient vraiment des précurseurs et des gens qui, à mon avis, à moi, étaient vraiment là, les phares dans le brouillard. Là. Je pense à Pierre Dansereau, professeur de l'UQAM. Je pense on pourrait regarder autour du monde, Jane Goddard. On peut penser à plein de gens qui œuvraient et qui étaient un peu des vedettes qui étaient suivies par beaucoup de monde. Et c'est ce qui a créé la mouvance écologique. OK? Alors, il y a beaucoup de choses qui s'est passé, mais comme je le disais tantôt, rapidement, le pouvoir a compris que si on laissait la bonne volonté et l'intelligence nous guider, ben, on se débarrasserait d'eux autres rapidement parce qu'ils sont dans la base d'à peu près tous les problèmes qu'on connaît, y compris les guerres. Hein? Alors, c'est ça qui a fait qu'on a compris du côté des grandes compagnies pétrolières surtout, qu'il fallait semer la division. C'était absolument nécessaire pour eux pour gagner du temps. Mais là où moi j'ai un problème, c'est qu'il faut que nous comprenions ça pour être efficace. Il faut que les jeunes comprennent. Et dans mon cas, ben, quand j'ai commencé, là, j'étais dans la vingtaine, ben, c'était un plaisir, c'était vraiment un privilège de pouvoir discuter avec des gens comme Pierre Dansereau, comme tous les seniors, les militants, les possédeurs ou les possesseurs de connaissances. Et ça, ben, ça s'est perdu. Le respect entre les générations, les gens comme moi, ben, on nous appelle les boomers, comme des espèces de vieilles cacanes qu'on pourrait envoyer, même plus au recyclage, hein, on envoyait ça au vidange, point. Ben non, il faut que ça change, il faut comprendre que l'expérience, ça s'acquiert, ça ne s'achète pas. Et ça se partage, par exemple. Et c'est avec plaisir que je suis là pour essayer de partager ce que j'ai acquis et en espérant que Marouane et les gens de la nouvelle génération, parce que l'espoir est dans cette nouvelle génération-là, ben, qu'ils puissent partir bien armés en sachant qu'il y a plein de pièges devant eux à tous les jours. Je vous écoute, M. Bellil. Ce n'est pas le propos ce matin, là, mais toute cette question de pseudo-division générationnelle, elle est là dans bien d'autres enjeux que les questions climatiques. C'est notre propos ce matin, mais je vais me permettre une petite parenthèse. Moi, je travaille sur toutes les questions de vieillissement notamment. Et on essaie de diviser aussi les générations, les plus jeunes contre les plus âgés pour les questions de solidarité générationnelle. Ce n'est pas le propos, là, mais ce que vous dites est fascinant parce qu'il faut vraiment lutter contre ces fractures de génération pour arriver finalement à faire quelque chose qui, au fond, est un enjeu qui est commun à toutes les générations. Je me tourne vers M. Joundi parce que je voudrais vous entendre aussi sur votre perception des aînés. Comment les jeunes militants
On est en 2021 aujourd'hui. Comment perçoivent-ils les aînés là, en matière environnementale ou peut-être en matière générale aussi? Les jeunes militants disent quoi des aînés? Alors ça, c'est vraiment une grande question. D'abord, je pense pas que je vais pouvoir parler pour les jeunes. On pourrait même poser la question, c'est quoi les jeunes, c'est qui les jeunes? Et vous Bonne parlez question. des fractures. Puis c'est drôle parce que même chez les jeunes maintenant, il y a des fractures. Il y a les millénarios que vous avez nommés, il y a les Gen Z, les générations Z. Fait que moi, apparemment, je suis entre les deux, donc je suis déjà un petit peu en crise identitaire par rapport à, à mes générations. Mais euh, je pense que d'abord, je vais parler pour moi, qui ai grandi dans un pays différent, dans une culture très différente, où la place des générations, la place des aînés, elle est différente parce que les familles sont construites différemment. Ça, c'est des familles parfois nombreuses, justement, c'est pas le modèle de la famille nucléaire qu'on a plus dans les pays occidentaux peut-être. Fait que les aînés, ils ont ce rôle de patriarche ou de matriarche de leur famille, qui a une grande déférence et un grand respect. C'est pour ça que des choses comme les maisons pour personnes âgées, c'est pas autant un phénomène qu'ici, même si avec justement l'individualisation des sociétés qui est à l'œuvre là-bas aussi, parce qu'il y a le néolibéralisme nous atteint aussi. Il y a de plus en plus une fragmentation de la société. Mais ce que j'ai pu observer au Québec, c'est qu'il y a quand même cette différence et ce respect des aînés. D'abord, on en parle beaucoup dans le discours public par rapport à d'autres pays comme la France, où j'ai commencé l'université, par exemple, où là, on n'en parlait même pas. Mais est-ce que ça se reflète dans les faits? Ça, c'est autre chose. Donc, pour revenir peut-être au sujet plus particulier du climat, je pense qu'effectivement, comme André l'a mentionné, on a beaucoup entendu parler de ce discours, ce narratif du choc des générations, où on a, même dans le milieu, on accuse justement les générations passées d'avoir été à l'origine de la crise climatique et tout. Et dans un sens, c'est vrai que historiquement, la croissance et la société de consommation ont connu un rebond fulgurant dans les 30 glorieuses des années 50, 60, 70. Mais ce serait beaucoup trop facile de cibler une catégorie de la population, des citoyens, des individus, des consommateurs, et leur imputer cette responsabilité-là, d'autant plus que même nos générations, même les jeunes, on est des consommateurs aussi. Et si on était dans cette situation-là, dans cette époque-là, je suis prêt à parier qu'on aurait fait la même chose. C'est pour ça que pour moi, c'est pas du tout un problème de génération, c'est un problème de consommation, c'est un problème plus peut-être économique, justement. On vit dans un modèle économique qui nous encourage, qui nous bombarde de publicité pour consommer toujours plus de manière déraisonnable. Donc, c'est ça. Et chez les jeunes avec qui j'ai milité, je pense qu'il y a une ambivalence entre ce discours-là du choc, de la lutte des générations, et aussi un certain décalage sur certaines idées, notamment ce qui touche la justice sociale, toutes les approches comme l'intersectionnalité, par exemple, des idées un peu nouvelles qui ont émergé cette dernière décennie peut-être, où on ressent un décalage quand on dialogue avec nos aînés. Et en même temps, je pense qu'il y a quand même, quand on prend le temps d'échanger puis de se parler, on se rend compte de l'expérience précieuse, de l'entraide qui a lieu, notamment, je ne sais pas moi, les réseaux de contacts. Pour organiser une manifestation, par exemple, il faut avoir beaucoup de contacts, il faut connaître les gens qui sont là depuis des décennies et il faut reconnaître aussi que ce sont des pionniers, puis qu'on n'est pas en train de réinventer la roue. Alors que les médias, justement, entretiennent cette idée de les jeunes, c'est les vedettes, etc. Il faut avoir un petit rapport plus sain avec ça et c'est ça, discuter plus, échanger plus pour se rendre compte que on est tous et toutes des militants et des militantes. Et juste pour revenir sur l'idée de la division, là, c'est clair que les puissants, vu qu'ils sont très peu nombreux, ils sont très minoritaires, c'est le 1%, comme il disait dans Occupy Wall Street, là, ils ont besoin de diviser pour mieux régner. C'est aussi vieux que l'humain, cette réalité-là. Puis ça passe par tous les critères sociaux, dont l'âge, je pense. Et ouais, c'est ça. Donc, je dirais que les jeunes militants voient leurs aînés avec un peu d'ambivalence et je pense que on est un peu prompt à critiquer, mais que s'il y avait des espaces de dialogue,
on se rendrait compte qu'on est, on est, on est les mêmes, on est des militants et des militants contre une même cause. Oui, est-ce que M. Jondy, justement, le mouvement environnemental actuel, est-ce qu'il se donne ces espaces-là de dialogue entre les générations? Est-ce qu'on provoque ces espaces de discussion? Et là, ma question est complètement non scientifique, donc elle est peut-être biaisée, mais ma lecture des choses, c'est qu'il me semble qu'il y a peu d'espace où les générations peuvent se parler en matière de climat. Et là, ce qu'on voit dans les médias, les mouvements, en tout cas, moi, quand je regarde la télé, je me dis, mon Dieu, ça a l'air juste des jeunes qui militent. Et là, moi, je suis en train comment dire, cadrer ma représentation du mouvement environnemental. Est-ce qu'on se donne les moyens pour provoquer des espaces de discussion entre les générations et se rendre compte que la force, elle est là? Est-ce que le mouvement environnemental invite les générations? Je pense que ce qui se passe, de mon expérience, c'est que, par exemple, le mouvement étudiant pour l'action climatique, il s'est organisé en tant que mouvement étudiant, par opposition, entre guillemets, au reste des mouvements, ce qui fait que, de facto, on travaille en silo, les générations travaillent en silo, on n'est pas en contact, alors que ce n'est pas un mouvement proprement étudiant. L'enjeu, il n'est pas étudiant du tout. C'est un enjeu existentiel qui touche toute l'humanité. Donc, je pense que ça a fait qu'effectivement, les seuls espaces de dialogue, c'était des espaces où il fallait prendre des décisions, et que c'était plus prend à la confrontation et aux tensions qu'au dialogue et à juste apprendre à se connaître. Donc, ça qui s'est passé, surtout qu'il y a plein de groupes générationnels qui se sont organisés. Genre, je pense par exemple à un groupe qui s'appelle les Mémés pour le climat, que je suis sur Facebook, mais il y a aussi les Mères au front qui a existé, qui s'est créé il n'y a pas longtemps. Fait qu'on active de plus en plus des groupes générationnels différents, mais on ne les relie pas. Et je dirais pour finir que la seule exception que j'ai observée moi-même, c'est dans Extinction Rébellion, où là, ça a vraiment réuni beaucoup de gens de groupes d'âge très différents. Et moi, personnellement, j'ai rencontré beaucoup de femmes, notamment dans leur quarantaine, cinquantaine, soixantaine, même plus, dont certaines sont devenues de très bonnes amies. Et je ne sais pas, peut-être qu'on en parlera plus tard, mais ça vraiment, ça apporte une perspective différente, mais aussi une manière de militer différente. Ça apporte beaucoup de belles surprises, je pense. Fait qu'il faut réunir ces différents groupes d'âge qui commencent à s'organiser en tant que tels. Monsieur Bellé, voulez-vous ajouter quelque chose là-dessus? Ou... Oui, ce que Marouane dit, moi, je l'ai vécu, là. Disons que si on regarde avant 1995, comme je le disais tantôt, le mouvement environnemental était beaucoup plus déterminé, beaucoup plus résolu et les actions étaient beaucoup plus solides. Et on a connu les plus grandes victoires en environnement au lieu avant 1995, disons. OK? Ensuite, il y en a eu des importantes, mais si on prend en considération le nombre d'acteurs en environnement par rapport au nombre de victoires, on se rend compte qu'on était 10 fois plus nombreux, mais on n'a pas réussi à faire autant. Alors, quel est le problème là-dedans? Là-dedans, il y a bien des problèmes. À partir de 1995 est arrivé non seulement le néolibéralisme, mais la pensée jovialiste. Tout est beau, on va être bon, on va tout régler, on est fin, on est gentil, on a des beaux sourires, la vie est belle, talala. Et qu'est-ce que ça a donné? Ça n'a rien donné. Ça a donné beaucoup de belles images à la télé. Ça a créé de belles vedettes, que j'appelle les éco-vedettes. Mais sur le terrain, là, il restait quelques vieux de la vieille comme moi qui continuaient à se battre contre vents et marées par rapport au gaz de schiste, par rapport à Énergie-Est, par rapport à toutes sortes de choses, pendant que l'ensemble du mouvement était amené ailleurs. Et là, on espérait un geste à la fois, on va pouvoir tout régler. Mais pour les vieux comme moi, arriver avec cette vision-là, c'était complètement absurde parce qu'il fallait faire beaucoup de choses en même temps, pas un geste à la fois. Et cette pensée de jovialisme, cette pensée zen a fait en sorte qu'on a calmé un peu tout le monde. On a ensuite, et ça je le tiens de quelqu'un que je ne peux pas nommer, mais on a ensuite pensé à établir un plan de communication à travers certaines personnes et certains groupes pour focaliser l'attention sur ces groupes et ces personnes
qui sont très, très proches des partis politiques, comme par hasard. Et là, tout à coup, il n'existait plus de mouvement environnemental. Il n'y avait que quelques acteurs. Et ça, ben, ça a été génial pour les pétrolières pour pouvoir démobiliser les gens. On était prêts. Nous, avec la victoire des gaz de schiste, on l'a vu, le ciel nous a tombé sur la tête quand on a gagné cette bataille-là parce que M. Charest et ses amis étaient vraiment pas contents qu'on ait mis un barrage devant eux. Mais on a utilisé justement les gens, les générations, les plans de communication pour essayer de détourner et d'amener le pouvoir ailleurs que dans les gens. Eh bien, moi, je continue à prôner que c'est dans l'union et la solidarité qu'on va requérir ou reconquérir, nos pouvoirs ou notre pouvoir et enfin pouvoir forcer nos gouvernements à agir de façon responsable. Parce que là, présentement, les gouvernements, regardez Trudeau, ce qu'il disait en 2015 à Paris, on est les champions, les meilleurs dans le monde. Nous, à Paris, on disait, c'est faux, le Canada est un des pires acteurs. Et là, il y avait la communauté environnementale internationale qui était complètement ébahie en entendant M. Trudeau et ses cheerleaders nous dire qu'on était les meilleurs. Bien, aujourd'hui, en 2021, on sait qu'on est les pires. Non seulement on est des cancres climatiques, mais on est des renégats climatiques. Et ça, c'est notre défi à Marouane et moi, de réunir les gens pour dire on sort la politique de ça parce que c'est une question de survie, ce n'est pas une question d'élection. Merci beaucoup, Monsieur Bellil. On vous entend encore, là, mais je pense que l'image est restée figée, mais on vous entend encore très, très bien. Juste rappeler à nos gens qui se joignent à nous aujourd'hui que vous pouvez donc écrire vos questions dans la fonction questions et réponses. On va se réserver dans à peu près 15-20 minutes une période pour justement répondre à vos questions. Monsieur Jondi, Monsieur Bellil, ils répondront. Monsieur Bellil, vous avez commencé à parler des différentes actions qu'on peut prendre pour cette lutte-là, pour la question de l'urgence climatique. Est-ce que les aînés et les plus jeunes ont des façons différentes de poser des actions dans ce dossier environnemental? Est-ce qu'elles sont différentes, ces actions-là, mais est-ce qu'elles sont aussi complémentaires? Puis peut-être une sous-question à ça, comment les générations perçoivent cette question environnementale? Est-ce que on pense, par exemple, les aînés vont penser à leurs petits-enfants, le legs qu'on va leur laisser? Les jeunes sont plus projetés vers l'avenir. Est-ce que la perception de l'urgence climatique est différente et est-ce que les actions sont différentes aussi? Marouane ou André? Je vous tutoie, je m'excuse. Allez-y. OK. Écoutez, pour moi, il est absolument fondamental que la solidarité unisse les militants. OK? On n'est pas là par intérêt, on n'est pas là pour avoir une grosse job dans le gouvernement ou ailleurs parce qu'on est bon en environnement. Si on est des militants intègres, on est là pour une cause et cette cause-là est beaucoup plus importante que nous ou la somme de tous les nous. OK? Alors, il faut comprendre qu'on doit travailler ensemble. Bon, les vieux, comme moi, si vous me permettez de me mettre le chapeau de vieux de la vieille, on possède une certaine expérience. On a vu beaucoup de dossiers, mais on n'a pas nécessairement, moi, en tout cas, après 40 ans, je n'ai pas autant d'énergie pour organiser des manifestations. Mais c'est justement là que c'est important d'avoir de la relève qu'on a fait disparaître. OK? La relève qu'on espérait, une fois qu'on avait établi des bases solides de compréhension, aurait pu mettre en œuvre les actions et forcer les gouvernements d'agir. Mais pendant 2 générations, la relève était à peu près pas là, mais elle était souriante et de bonne humeur et tout était beau. Mais ce que je vois maintenant, c'est la nouvelle génération qui probablement, qu'elle réalise qu'elle est à côté au pied du mur, est beaucoup plus déterminée. Et si on apprend à travailler ensemble, qu'on partage les connaissances et qu'on partage l'énergie, là, on a quelque chose de gagnant. Et c'est ce qu'on a tenté de faire dérailler depuis longtemps. Marouane, vous voulez ajouter quelque chose là-dessus? Sur la perception différente ou différencier plutôt des changements climatiques, je pense que c'est sûr que le fait d'être à des moments différents de nos vies fait qu'on le voit différemment, notamment tout ce qui a lien avec la temporalité. Par exemple,
Tu sais, là, il y a des jeunes du secondaire qui sortaient manifester avant la pandémie. Ben, quand tu es adolescent, puis que c'est le moment où ta personnalité est en train de se constituer, où c'est le moment où tes rêves, tes objectifs sont en train de se définir, c'est sûr que le fait qu'on te dise que tu as 10 ans pour agir ou il n'y a pas de futur, ça pose un mur incroyable sur là où on peut se projeter dans nos vies. Fait que je dirais que pour moi, en tout cas, c'est peut-être un des impacts majeurs pour moi personnellement, c'est que j'arrive pas à me projeter au-delà de 10 ans, ce qui était peut-être possible il y a 40 ans ou 50 ans, vu que l'urgence n'était pas aussi prégnante, sur les actions ou les apports peut-être des générations dans cette lutte-là. C'est sûr, comme a dit André, que les expérimentés, les vieux de la vieille, ils apportent une sagesse, une expérience, un réconfort aussi, je pense, un réconfort un peu familial. On n'a pas l'habitude de militer en famille. La famille, c'est pas le domaine du militantisme, mais peut-être qu'on devrait mettre un petit peu plus de famille dans notre militantisme. Je pense que les jeunes peuvent définitivement apporter de l'énergie, de l'audace et aussi une analyse simple des choses. Pas simpliste, mais simple, parce que je pense qu'au fil des années et des décennies, on s'est un peu empêtré dans la surcomplexité qui n'est pas nécessairement encore pertinente. Je pense qu'on peut définir les choses de manière très simple. Il y a des personnes qui essaient de détruire la planète et il faut qu'on les arrête. Et à ce moment-là, il y a d'autres secteurs de la société, dans les universitaires, qui vont venir aussi apporter leur lot de connaissances, comment les institutions fonctionnent, comment les médias fonctionnent, comment on produit le changement social et politique. C'est pour ça que même au-delà d'une convergence des générations, c'est vraiment une convergence de toutes les forces vives de la société dont on a besoin, parce que si on ne le fait pas maintenant, on ne va jamais le faire. Et on ne va probablement pas gagner cette lutte. Donc, ce que vous dites, il y a des personnes qui tentent à vouloir détruire la planète et il faut lutter contre ça, peu importe l'âge. L'âge et la génération ne devraient pas être un facteur dans cette équation-là. Donc, ce que j'entends de vous deux, c'est que finalement, on est en train de se rapprocher comme génération dans ce combat-là. On est en train de comprendre que l'union fait la force. Est-ce qu'il y a eu ce rapprochement des générations depuis les 5-10 dernières années, par exemple, dans la question de la lutte contre les changements climatiques? Est-ce que vous avez senti ça? Marouane? Les 5-10 dernières années, honnêtement, je ne sais pas. D'ailleurs, c'est une question que je voulais poser à André. Est-ce que tu as senti ces 2-3 dernières années qu'il y a quelque chose qui change du point de vue de ce rapprochement des générations? Par rapport aux années 90 ou 2000, où là, il y avait tous ces cheerleaders. Je dirais qu'on a l'amorce. Je dirais qu'on a l'amorce d'une collaboration, mais on a aussi les obstacles qu'on a sommés dans nos chemins respectifs qui demeurent. OK? Alors, oui, il y a une collaboration, mais là où il y a un manque, et pour résumer ça peut-être, rappelons-nous, à partir de 2006, quand Stephen Harper est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait disparaître toute l'information historique sur tous les dossiers environnementaux qui pouvaient toucher les compagnies pétrolières, gazières et autres. OK? Et si ce n'était pas des vieux de la vieille comme moi, les jeunes après n'avaient pas accès à cette information-là parce que de 2006 à 2012, Harper a été extrêmement efficace pour faire disparaître tous les dossiers chez Environnement Canada, Énergie Canada et tout ce qu'on pouvait trouver. Et ça, ça fait partie des problèmes à résoudre. Et si on ne se parle pas, c'est là qu'on arrive à des choses absolument absurdes. J'ai déjà entendu, et je ne nommerai pas l'écolo en question, mais à un moment donné, dans la bataille contre le smog ou la pollution automobile, OK? Dans l'accord nord-américain sur les pluies acides, on avait convenu de réduire 2 gaz, le SO2, l'anhydride sulfureux, qu'on a réduit sur une base nord-américaine ou du nord-est de l'Amérique de à peu près 80% depuis, et les NOx, oxydes d'azote, qui proviennent majoritairement du transport. Alors, on n'a pas agi sur le transport, mais il y a des écolos, très près des gouvernements, qui nous disaient « Ouais, mais ça, c'est pas grave si on n'atteint pas nos objectifs de NOx. De toute façon, on va réduire tous les gaz quand on aura réduit les gaz à effet de serre. » Et ça, c'est un écolo
devenu ministre, qui disait ça en 1998. Ça vous donne une idée de l'absurdité. Tu ne peux pas dire, OK, je ne finis pas la job là-dessus parce que je vais être bon pour la finir autrement ailleurs plus tard. Ben non. Tu finis ton travail, puis tu en commences un autre après. Mais si on creuse un peu plus creux, on se rend compte que tous ces dossiers-là, l'UACID, smog, destruction de la couche d'ozone, réchauffement planétaire, ont tous les mêmes sources. Alors, c'est sur les sources qu'il faut agir et non seulement sur les gaz. Et c'est à partir de là qu'on a dévié l'attention des gens en disant « là, c'est la bataille contre les gaz à effet de serre qui est les plus importante. » Non, tous les gaz sont des gaz à effet de serre plus ou moins importants, mais il faut régler tous ces problèmes-là. Puis quand on le fait, qu'on aborde ces questions-là de façon déterminée et objective, bien, on se rend compte qu'on a 4 fois plus de raisons de militer pour la qualité de l'air, mais on a aussi, quand on gagne, 4 fois plus de résultats. Marouane, vous avez quelque chose à ajouter là-dessus? Moi, j'ai juste envie de dire que j'entends André parler, puis ça m'énergise. Et je pense qu'on voit là les bienfaits de l'intergénérationnalité en action. Je pense même qu'il y a un lien privilégié à explorer entre les jeunes et les aînés, en particulier ces deux pôles-là, parce qu'on est dans à un bout et l'autre de la vie, et où on a peut-être plus de disponibilité d'esprit on n'est pas complètement happé par la vie professionnelle, comme peut-être c'est plus le cas pour les âges intermédiaires, on va dire. Et je pense que pour les militants et les militants jeunes, on partage une colère différente. Nous, peut-être, c'est plus la colère d'être privé de notre futur. Et la génération de André, ben, c'est peut-être plus la colère de, malgré toutes ces décennies d'action, il n'y a pas de résultat. Fait que je pense qu'en unissant ces deux colères-là, on peut provoquer de l'action et peut-être des résultats si on réfléchit justement intelligemment, comme tu le demandais. Unir ses colères et créer un fil conducteur. Oui, André, allez-y. Je pense que vous vouliez compléter. Oui, allez-y. Oui. La chose la plus importante, à mon avis, maintenant, parce que ça a changé au fil des générations, c'est de réaliser jusqu'à quel point les pouvoirs politiques ont trouvé à infiltrer tous les milieux et en prendre un peu le contrôle pour diluer le message, pour ralentir l'action. OK? Moi, je l'ai bien vu, je l'ai dénoncé depuis longtemps, mais là, on me dit « Ah, le vieux chialeux, il n'est jamais content. » Bien, aujourd'hui, on réalise que quand on disait que c'est faux, que le Canada n'a jamais mis en place les moyens pour réduire les gaz à effet de serre, malgré Trudeau et ses cheerleaders, bien, tout le monde le reconnaît maintenant. Mais c'était moi, le vieux chialeux, qui n'était jamais content. Et les plus jeunes disaient « Bon, on comprend, il est jaloux, il est ci, il est ça. » Non, gars, j'ai mis 40 ans de ma vie pour défendre ce qui m'apparaît fondamental et je ne me laisserai pas détourner par des campagnes de jovialisme ou des trucs de partisanerie politique. Et ça, c'est le défi des jeunes maintenant, de ne pas se laisser récupérer. Parce que c'est comme ça que ça se passe, on infiltre les milieux, on prend le contrôle, puis on les amène ailleurs. Alors, une grande question, peut-être, parce que vous l'avez abordé, ça fait partie des sources du problème, Marouane et André. Comment est-ce qu'on lutte contre les préjugés intergénérationnels en matière environnementale? On commence par où? C'est présent certainement dans les médias. On le voit encore une fois sur d'autres enjeux. On divise les générations. On le voit en matière de politique, mais on commence par où pour contrer ces préjugés intergénérationnels-là? Allez-y, André. Par réfléchir. Commençons par analyser l'affaire. Ce qu'on entend dans les médias, ce qu'on entend ou qu'on lit dans les journaux, est-ce que ça reflète quelque chose qui nous convainc ou c'est quelque chose qui semble un peu superficiel, mettons, pour être gentil? Et là, on se rend compte, quand on prend le temps de s'instruire, de s'informer, qu'on va aux sources, vraiment, quand on parle de climat, ben, on va voir les climatologues, on va voir les agences comme la NASA, comme NOAA, et qu'est-ce qu'ils en disent. Et après, on compare ce que les médias disent. Ah, barouette.
j'adore Radio-Canada, mais j'haïs Radio-Canada dans ses discussions sur l'environnement qui partage son jovialisme depuis des années. Pourtant, c'est pas parce qu'on n'a pas l'information. Puis Radio-Canada peut quand même pas dire qu'il n'est pas capable de trouver l'information. C'est sur les sites de la NASA, du GIEC, de partout. Mais on a continué pendant longtemps à nous dire que tout est beau. Mais Radio-Canada, c'est une société d'État. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Moi, je dis oui. Marouane? Moi, je pense, pour répondre aussi à la question, que quelque chose qui fonctionne, enfin, quand on essaie de mobiliser de plus en plus chez les jeunes, justement, pour lutter contre ces préjugés-là, c'est de parler d'agisme. Juste le fait de le nommer ainsi, notamment sur le ton du isme, etc., comme le sexisme, le racisme, etc., ça lui donne une dimension quand même importante et qu'il faut reconnaître et qu'il faut essayer de neutraliser et contre quoi il faut lutter. Et je pense qu'il faut pas hésiter à le nommer. Des fois, je constate même que certains jeunes se revendiquent contre l'agisme, mais ont quand même certaines réflexions agistes, des propos discriminants sur la base de l'âge. Et c'est pour ça qu'il faut pas hésiter à le nommer et à le souligner. Je pense que aussi de la même manière que l'agisme, il va dans les deux sens. Et que c'est vrai qu'il y a certains préjugés, les jeunes ont l'énergie, c'est des idéalistes, etc., où les médias contribuent beaucoup d'ailleurs. Mais c'est aussi important de reconnaître que la transmission se fait aussi de manière inversée, notamment à notre époque où beaucoup de savoirs sont diffusés à travers les réseaux sociaux, à travers la planète. Donc, c'est aussi reconnaître ça, je pense. C'est fort intéressant, Marouane, et on devrait travailler ensemble. Moi, ça fait 25 ans que je lutte contre l'agisme. C'est une forme de discrimination, un peu le point aveugle des discriminations. On en parle très, très peu. Et je trouve très, très intéressant le fait qu'il y ait l'équation lutter contre l'agisme, lutter contre les changements climatiques. Ce ne sont pas les mêmes enjeux, mais si l'agisme reste très présent dans nos sociétés, on risque de perpétuer cette fracture entre les générations. Et de penser que ce commun, qui est celui de la planète, va bien au-delà de l'âge. André, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, j'aurais tendance à dire qu'il faudrait calquer un peu ce que les nations autochtones, mais c'est vrai pour les autochtones d'à peu près tous les pays. Le savoir était, si on veut, contenu dans l'ensemble des cerveaux des aînés. Et ce savoir-là était rendu accessible à tous et à tous, à tous les gens et à tous les groupes et à toutes les personnes parce qu'on vivait en communauté. On disait toujours, il faut d'abord commencer par réfléchir, s'instruire, s'informer. L'expérience des vieux là, rentre là-dedans. Et c'est là où on a la chance de faire changer des choses si on travaille ensemble, ou on a le précipice dans lequel on va tous tomber si on continue à être divisé. Moi, je demeure positif et je demeure, quant à moi, là, l'action, c'est ça qui va faire foi de tout. C'est avec ça qu'on va gagner ces batailles-là. On n'a pas le choix. Il faut y croire et c'est ça. L'espoir réside dans l'action. L'action, tout à fait. Marouane, je pense que vous vouliez ajouter quelque chose. Juste pour rebondir là-dessus, je voulais en parler justement. Comment se fait la sensibilisation? C'est aussi ça, s'inspirer d'autres modèles sociaux et culturels qui existent, qui organisent la société différemment. André parlait des peuples autochtones. Chez les Mohawks, par exemple, il y a le principe des 7 générations où pour prendre chaque décision, il faut prendre en compte les 7 générations qui vont venir. Puis je parlais tantôt de mon exemple personnel de Marocain, où justement les rapports à l'âge sont vraiment différents. Et je pense que de la même manière que le capitalisme a un peu traversé et reconfiguré tout, il a aussi reconfiguré nos rapports aux aînés et au groupe d'âge. Et je pense qu'il faut déconstruire tout ça en s'inspirant de ces visions du monde différentes. Donc, s'inspirer d'autres modèles sociétaux en termes de transmission de connaissances, de partage de connaissances, de valorisation de la mémoire, de valorisation des savoirs. Oui, il faut sortir du modèle très occidental où on ghettoise souvent jeunes adultes et âgés.
moi, je pourrais jaser avec vous 2 heures de temps aujourd'hui, 3 heures de temps. Je trouve ça fascinant, mais je vois qu'il y a plein de questions dans le chat, la fonction questions-réponses. Et pour m'assurer qu'elles soient toutes répondues, je vais vous en lire quelques-unes. Et donc, libre à vous, soit Marouane, soit André, d'y répondre. Alors, la première question, quels sont les avantages et les limites de la densification de la population dans les milieux urbains et même dans les milieux ruraux? Peut-être je peux répondre une partie. Allez-y, André. Oui. Bon, c'est clair que la densification, c'est un principe selon lequel on veut limiter l'étalement urbain en concentrant plus les habitations dans les villes, ce qui est une bonne chose. Mais en même temps, il y a l'envers de la médaille, concentrer plus de monde dans des endroits où on manque de services, où on n'est pas prêt. Et là, on le voit avec la COVID, mais nous, ça fait longtemps qu'on le dit qu'avec la crise climatique qui s'accélère, qui s'intensifie, il y aura toutes sortes de problématiques. Et si on n'y voit pas, prenez l'exemple de l'été 2018, là, où il y a eu une canicule incroyable, on n'était pas prêt dans le milieu hospitalier à faire face à cette canicule-là. Autant les soignants que les patients souffraient de chaleur. Mais ça, c'est la conséquence de l'austérité qu'on nous a fait croire absolument nécessaire. On a coupé partout. Arrive cet été 2018 et là, il y a plus d'une centaine de morts dans la région de Montréal parce qu'il fait trop chaud dans les hôpitaux. Les gens rentrent à l'hôpital pour y mourir et non pas pour se faire soigner. Mais comment se fait-il qu'en 2019-2020, on n'ait pas vu que peut-être une autre situation semblable pourrait venir hypothéquer nos jours, notre avenir? Parce que les gouvernements, là, ils ne réfléchissent pas nécessairement. Hein? Ils sont passés à d'autres choses et là, tout à coup, arrive cette pandémie-là qui était prévisible. Puis il y en a d'autres qui s'en viennent. Il ne faut pas se faire d'illusions. Il va en avoir de plus en plus avec le réchauffement de la planète. Donc, il faut comprendre que nos politiciens n'ont pas fait le travail et qu'avec la densification urbaine auquel on adhère, il faut amener ce qui va faire que ça peut bien se faire. Si on amène de plus en plus de monde en ville et qu'on a de moins en moins de services, ça va être l'hécatombe. Marouane, voulez-vous ajouter quelque chose là-dessus ou je passe à la prochaine question qui sera probablement pour vous? Peut-être vite fait pour faire le lien peut-être avec le thème, je pense que même la manière dont nos villes sont construites fait en sorte que ça isole beaucoup, notamment les aînés, mais aussi les jeunes en fait. Oui. Donc, si densification il y aura, je pense qu'il faut réfléchir à d'autres manières de concevoir les villes, les bâtiments, pour créer plus de liens sociaux justement. Puis je pense par exemple au Japon où j'avais lu qu'il y avait une initiative, Japon, pays très dense, une initiative où dans le même bâtiment, il y avait une maison de retraite puis une crèche pour justement favoriser ces contacts intergénérationnels. Je pense qu'il faudrait réfléchir de manière un peu... Encore une fois, c'est briser des frontières qui sont de fausses frontières où on divise les communautés et on les ghettoise par groupe d'âge. Une autre question, au point de vue mondial. On y revient toujours. Oui. Au point de vue mondial, quelles actions pourraient être posées pour les pays qui sont moins sensibilisés à l'environnement dû à des urgences plus criantes, par exemple la survie, et qui jettent leurs déchets par terre? D'ailleurs, parlant de déchets, quelle est votre réaction sur les mesures actuelles qui amènent beaucoup de déchets sanitaires comme les masques de procédure? Donc, je reviens sur la première question. Quelles actions on pourrait prendre pour les pays qui sont moins sensibilisés à l'environnement? On reviendra à la question des déchets sanitaires. Là. Alors, Marouane? Je ne sais pas exactement. Je dirais juste peut-être que des fois, on peut être surpris par ces pays dont on pense qu'ils sont moins soucieux de l'environnement. Parce que honnêtement, moi, ce que je vois en ce moment, c'est que c'est les pays qui semblent le plus soucieux de l'environnement, qui causent le plus de problèmes environnementaux dans la planète, et qui vont dans ces pays, puis leur imposent des fois des... il y a de plus en plus d'écrits qui sont, par exemple, sur les parcs, les réserves naturelles dans les pays du Sud, où en fait, en voulant protéger des espèces, on dépossède des populations autochtones de leurs terres là-bas, alors qu'elles savaient très bien gérer la biodiversité de leurs terres. Donc, c'est juste un exemple, mais je laisse la parole à André. André?
si on regarde là, dans les négociations sur le climat, on a un bel exemple de ce qui aurait dû être, mais qui ne s'est jamais concrétisé. On a parlé de créer un fonds. Bien, le fonds existe, mais c'est que le fonds manque de fonds. Alors, bon, un fonds pour venir en aide aux pays moins bien nantis, un fonds pour le développement propre, OK? Et le gouvernement du Canada, comme de nombreux gouvernements, mais bon, je vais parler en tant que Canadien parce que ça me met le feu au derrière. Le gouvernement du Canada a promis mer et monde et n'a rien livré ou à peu près, OK? Alors, si on permettait, et c'était ça la pensée à l'origine, et ça, bon, il faut être là depuis longtemps pour savoir que dès le début des négociations en 1900, bon, on a conclu en 98 l'accord de Kyoto, mais avant ça, de 92 à 98, on a discuté de ça. Puis les mécanismes pour le développement propre, c'était de permettre aux populations moins bien nanties de faire un bon technologique pour éviter de passer par les mêmes chemins que nous autres. Autrement dit, permettre à des pays, je vais nommer l'Inde, par exemple, OK? Mais ça pourrait être des pays d'Afrique, ça peut être ailleurs, où au lieu de les laisser devenir esclaves du charbon parce qu'ils veulent se développer, bien, qu'on leur donne un coup de main, qu'on fournisse des moyens financiers et techniques pour qu'on évite de passer dans la filière des combustibles fossiles le plus possible. Ça, c'était prévu, mais ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait pourquoi? Parce qu'on s'est basé sur les belles promesses politiques. Mais les belles promesses politiques, là, il faut les prendre avec un lasso. OK? On envoie le lasso autour du cou du premier ministre, puis on dit, tu as fait des belles promesses, bien là, maintenant, tiens, il faut que tu les réalises. Mais c'est ça, la pire des histoires qu'on a depuis le début là-dedans. On nous promet mer et monde, puis on ne livre rien. On nous dit qu'au Canada, on est super bon, on est des cancres. Il faut se réveiller, là, à un moment donné, là. C'est pas ça, là. La réalité, c'est que la crise climatique est extrêmement urgente, ça s'accélère, ça s'intensifie. On a de plus en plus de promesses politiques. Regardez nos émissions, hein? Depuis 1992 au Canada, ils n'ont jamais diminué. Et même après l'accord de Paris en 2015, le Canada s'est lancé dans une augmentation de la production de pétrole de 50%. On peut-tu avoir quelque chose de plus paradoxal, de plus contraire, de plus mensonger? De plus contraignant. Je pense que vous avez un collègue près de vous là, qui veut réagir. On entend un jappement de chien. Je ne sais pas si votre chien réagit à entendre un animal. Marouane ou André, peut-être votre réaction sur les mesures actuelles qui amènent beaucoup de déchets sanitaires, comme les masques de procédure, quelque chose à... On vous a pas bien entendu, André. Je ne sais pas si... Je référais à ma garde rapprochée qui s'est fait entendre, là. Je m'excuse, mais on a appris à se défendre des intrus et de l'intimidation et on a une bonne garde rapprochée, là. Oui, elle est en effet très efficace. S'il n'y a pas de réponse par rapport à ceci, je vais peut-être passer aux autres questions parce qu'il y en a quand même plusieurs. Une autre question pointue, je dirais, comment voyez-vous le fait qu'on prône les voitures électriques? Mais de l'autre côté, des mines sont exploitées afin d'extraire des minerais pour fabriquer les batteries. Quelle est votre posture là-dessus? On prend des voitures électriques, mais de l'autre côté, des mines vont être exploitées pour extraire des minerais pour fabriquer des batteries. Comment vous réagissez à ça? Bien, ça, là, on tombe justement, là, à mon avis, dans la catégorie de il faudrait bien s'informer avant d'émettre toutes sortes de commentaires. On a entendu toutes sortes de choses contre les véhicules électriques, que c'était la fin du monde, que c'est l'utilisation des terres rares et tout ça, c'était pire que pire. Oh, attendez un peu, là. Le pétrole, non seulement est à la base de la crise climatique, mais est à la base d'à peu près toutes les guerres qu'on connaît présentement. Alors, si on pourrait agir de façon intelligente. Maintenant, avoir plus de véhicules, ce n'est pas nécessairement une bonne idée. Hein? L'idée, c'est d'éliminer les véhicules à pétrole, à gaz et à tout autre combustible
pour les remplacer par des transports beaucoup plus efficaces. Et donc, il faut prioriser d'abord les transports collectifs électrifiés. Et oui, les véhicules électriques font partie de la solution. Mais si on a un problème de congestion parce qu'il y a 2 millions de véhicules qui circulent à tous les jours à Montréal, c'est pas parce que là, on éliminerait l'essence dans le réservoir qu'il y aurait plus de place dans les rues. Donc là, il faut penser à ça aussi. Il faut prioriser les transports collectifs électrifiés. Les transports électriques, voitures électriques sont parmi les solutions. Puis il faut toujours peser là, le pour et le contre. On veut remplacer le pétrole. Qu'est-ce que le pétrole cause? Si on va vers les véhicules électriques, est-ce qu'on a des problèmes plus graves qu'on engendre ou on a des problèmes qu'on améliore ou qu'on amène à faire disparaître? Je pense que... Allez-y, Marouane, allez-y. Cette question, elle renvoie quand même à un débat peut-être qui existe dans le mouvement environnemental en ce moment, entre justement plus prôner les énergies vertes, l'éolienne, etc., les voitures électriques, puis plus peut-être qui prônent la décroissance ou justement de s'attaquer en amont au problème de la consommation. Je n'ai pas de solution à ce débat, honnêtement. Je pense que non, mais vous aviez évoqué, Marouane, dès le début, c'est moins un problème de génération qu'un problème de consommation. Et je me fais une observation personnelle ici. On a beaucoup regardé la télévision. En tout cas, moi, je l'ai beaucoup regardé pendant la pandémie. Je n'ai jamais autant vu de commerciaux pour acheter des voitures. Alors, c'est comme s'il y avait deux discours très, très paradoxaux. Ouais. On revient sur les questions générationnelles. La question est la suivante. Est-ce que vous savez s'il y a des alliances entre les organismes, naturellement pour lutter contre les changements climatiques, qui visent à lutter contre les changements, qui permettent de regrouper les différentes générations? Est-ce qu'il existe des alliances entre les organismes? Pas à ma connaissance, honnêtement. La seule chose qui s'en rapproche peut-être, c'est des membres d'Extinction Rébellion qui, en 2019, avaient organisé un groupe de réflexion et d'échange entre justement des jeunes militants et des militants aînés, auxquels j'avais participé moi-même. C'est la seule chose qui s'en rapprochait et c'était vraiment un beau moment quand même. Donc, il y a quand même beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Ouais. On parle de travailler entre générations et de faire front commun. Donc, il y a un potentiel qui est immense de ce côté-là. Ouais. Je regarde une question ici. Un potentiel. Oui. Allez-y. Un potentiel immense et un danger immense aussi. Si on passe de mauvaises bases, on va perpétuer le statu quo. Il faut vraiment sortir de la boîte, briser le cercle vicieux dans lequel on a tenté de nous enfermer. Et ça, ben, c'est des vieux et des jeunes ensemble qui vont pouvoir y arriver. C'est eux qui doivent le décider, c'est ce que vous nous dites. Ben oui, d'une manière, et il faut, comme je le disais, parce que je reste dans la même logique que j'avais, il faut d'abord bien s'informer. Et quand Marouane parle d'Extinction Rebellion, ben moi, c'est une organisation en qui j'ai beaucoup de confiance, avec qui j'ai collaboré à plusieurs moments, et qui a fait la preuve de sa détermination et de son réalisme. Non seulement en parlant qu'on joue avec l'extinction, là, mais en même temps de prendre des positions très fermes et ne pas avoir peur de dénoncer les gouvernements, les compagnies. Il faut le faire. Et ça, là, c'est beaucoup plus solide. Entre les deux, comme je disais tantôt, on a passé par cette période de naïveté, de candeur, de bonheur, de jovialisme qui nous a fait beaucoup de temps. Et là, ben, c'est ça. On est rendu là, on n'a pas le choix, on peut agir, on doit agir. Puis si on le fait, on est sûr d'avancer. Est-ce qu'on va avancer assez? Bien là, la question se pose, il faudra mettre beaucoup d'énergie, mais il faut arrêter de penser que tout va se régler de façon presque magique parce qu'on aurait un bon premier ministre ou une bonne première ministre. Pas de main à main. Question qui est adressée à M. Bellin, mais je pense que Marouane aura certainement un point de vue là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez du mouvement lancé par Greta Thunberg? C'est tout à fait génial et ça explique, ça démontre bien l'état d'esprit des jeunes, je dirais, de 25 ans et plus jeunes,
qui voient vraiment, comme le disait Marouane tantôt, leur perspective d'avenir portée de moins en moins loin. Alors, ce que Greta Thunberg a pu faire, c'est génial. Ce qu'elle a entraîné et la réponse à travers le monde, c'est génial aussi. Ça, c'est porteur d'espoir. Il faut continuer. Et si vous regardez comment Greta a pu parler aux politiciens, que ce soit le premier ministre du Canada ou le président américain, elle ne s'est jamais gênée pour dire les choses comme elles sont, ce que trop d'écolos, disons, n'ont pas le courage de faire. Ben, bravo à une jeune fille de 14, 15, 16 ans, là, de le dire franchement, de mettre son cœur sur la table. Elle n'a pas le choix, hein? C'est ça, là. Quel avenir on réserve à ces jeunes-là si on continue à niaiser? Marwan? Peut-être je rajouterais juste qu'effectivement, elle a quand même réussi à créer un moment pour dans des dizaines de pays dans le monde. Puis c'est intéressant aussi de voir comment en même temps elle a su parler avec une grande honnêteté au pouvoir et comment le pouvoir lui a répondu, notamment avec comment elle a été représentée dans les médias. On a vu beaucoup d'agisme, notamment à son encontre, où elle était complètement décrédibilisée, discriminée aussi pour son trouble de l'autisme. Et c'est là où on voit justement ce pouvoir qui s'organise pour essayer d'abattre les menaces. Et moi, j'étudie la couverture médiatique du mouvement climatique ces dernières années, notamment de Greta dans les journaux de Québécois. Et c'est assez effarant de voir à quel point c'est une cible. Qu'est-ce que vous pensez de l'expression « OK Boomer » ? Parce qu'on parle d'agisme, ça va dans les deux sens. Oui, vraiment. Et j'ajouterais, Marouane, pardon de vous interrompre, on est allé beaucoup plus loin pendant la pandémie. Hein, sur les médias sociaux, on a utilisé l'expression « boomer remover ». Alors, comment dire, un virus finalement qui retire de la société la plus vieille génération. Mais je reviens sur l'expression « OK boomer ». Comment vous réagissez à ceci? Honnêtement, je pense qu'il y a vraiment une profusion d'expressions qui émergent sur Internet, parce que c'est ça l'Internet un petit peu qui vient des États-Unis aussi, parce que c'est aussi ça les États-Unis. C'est une société très tendue ou très polarisée où on se tire beaucoup dessus. Je pense que pour beaucoup de jeunes, au début, c'était plus une blague qu'autre chose. Après, moi, de mes rencontres avec plusieurs aînés, j'ai tout de suite compris que c'était blessant. Des alliés aussi de la lutte, etc., que c'était blessant. Et je ne comprends pas pourquoi on ne prend pas la peine de se débarrasser de choses blessantes, ça ne coûte absolument rien. Puis effectivement, pendant la pandémie, c'était exacerbé, mais là, je dirais peut-être plus par les médias, parce que au contraire, moi, dans mon entourage, j'ai vu beaucoup de solidarité intergénérationnelle, beaucoup d'entraide, où on va déposer des épiceries chez les aînés, etc. Le fait d'être séparé de nos aînés, moi, c'est encore plus le cas parce qu'ils sont à des milliers de kilomètres d'ici, ça fait que ça nous a rapprochés paradoxalement. Mais les médias jouent beaucoup sur ça. André, vous les voyez? Et on en revient à ce que je vous disais tantôt, la désinformation systématisée, la division. On sème la division, justement, mais ça, c'est voulu, là. Regardez les radios poubelles à Québec, là, vous avez peut-être entendu parler de ça. Hein? Combien de temps on m'a traité d'enverdeur, d'environnementeur, puis là, on était capable de dire toutes sortes de choses les plus absurdes. Il y a du monde qui croyait ça. OK? Et ça fait partie des choses qu'on doit régler. Dire, bon, écoutez, si on veut être constructif, être réaliste, être solidaire en société, il y en a qui ne le veulent pas, mais ceux qui le veulent, ben, il faut sortir de ces poubelles-là, si vous me permettez. Là, j'avais un mot encore plus différent, là, mais il faut sortir de ça. Il ne faut pas se laisser saler, contaminer par ces pensées-là qui n'ont pas de bon sens. Voyons donc, on vit en société, puis là, on vivrait chacun dans nos coins, génération par génération, puis on est supposé d'être capable de construire un avenir ensemble. Ben voyons donc. Mais je pense que ça fait partie aussi de tout le mouvement diversité et inclusion. On devrait aussi travailler sur l'inclusion de tous les âges. Mais bon, il y a une question ici d'une personne qui est impliquée en politique, principalement pour la question environnementale.
Et la question est la suivante. Quelles sont les plus grandes urgences? Et pensez-vous que s'impliquer en politique est une bonne idée pour faire avancer les choses? Alors, quelles sont les plus grandes urgences, Marouane, à votre avis, en matière d'environnement? Les plus grandes urgences. J'ai l'impression qu'on vit tellement dans l'urgence que j'oublie, que ça se normalise presque. Ouais, c'est un état d'urgence permanente. Je ne sais pas par où le prendre. Tout est urgent. Est-ce que l'implication politique est une bonne idée, à votre avis, pour faire avancer le dossier? Ouais. Je pense que le pouvoir se situe quelque part et les lois se prennent quelque part. Et il se trouve que ce quelque part, c'est des assemblées nationales, des parlements, et qu'il faut qu'on élit nos représentants à travers des élections. Donc, je pense qu'on ne peut absolument pas faire l'économie de l'implication politique parce que sinon, quelqu'un d'autre le fera. Et en fait, quelqu'un d'autre le fait depuis des décennies et même des siècles pour nuire. Et je pense que ça, c'est une critique que j'ai pour le mouvement environnemental, c'est qu'on a trop longtemps peut-être idolâtré la non-partisanerie et ça a fait qu'on ne réfléchit même plus pendant les élections à voir ce qu'on peut faire, autre que juste mobiliser les gens pour aller voter. Je pense qu'on devrait être plus intelligent sur ce point en précisément. André, je suis certaine que vous avez quelque chose à ajouter. Oui, il y a beaucoup, comme disait Marouane, là, de problèmes qui convergent. Le climat en est un absolument fondamental et probablement la mère ou le père de tous les problèmes parce que tous les autres problèmes vont être impactés négativement par les catastrophes climatiques. Pour ce qui est de l'implication politique, à règle générale, en principe, on devrait dire oui, il faut s'impliquer en politique. Mais les dés sont pipés d'avance. Quand on entre dans les partis politiques, à part peut-être le Parti vert, on est loin des priorités. Là-dessus, je salue l'idée de Martine Ouellette, qui dernièrement a décidé de lancer un parti Climat Québec qui serait créé que pour faire face à cette priorité-là. Et on sait qu'en termes d'administration publique et d'économie, la crise climatique touche à tout, donc ça nous permet d'agir sur tout et de faire changer les choses. Mais il faut sortir de ce vieux système politique parce que là, il n'y en a plus de pouvoir pour les citoyens. Une fois qu'ils sont élus, ces gens-là, goodbye Charlie, on est là pour 4 ans ou 2 ans, dépendant, et tu n'as à peu près plus rien à dire. Hein? Donc, le système ne fonctionne plus. Une autre question ici pour vous. Dans le domaine de la santé, il existe déjà plusieurs tables d'action et de concertation. Est-ce qu'on pourrait penser à ce genre de table d'action ou de concertation, justement, qui regrouperait différents organismes et de tous les âges? On est toujours dans la question de l'urgence climatique ici. Est-ce qu'on pourrait penser à créer ce genre d'initiative-là, des tables de concertation intergénérationnelles sur la question environnementale? Peut-être que la discussion d'aujourd'hui va nourrir vos actions, André et Marouane. Ne sait-on jamais, je le souhaite en tous les cas. Je pense quand même. J'aurais tendance à dire que c'est un début. C'est un début, là, j'ai tendance à dire ça. Il faut poursuivre là-dedans, mais il ne faut pas tomber dans la naïveté ou la candeur, là. C'est pas parce qu'on aurait des forums intergénérationnels qu'on aura réussi à écarter les influences occultes, là, et on les voit dans tous les milieux. Hein, c'est comme ça. Fait la base de tout, là, c'est d'aller chercher l'information la plus fiable possible, de la partager et d'être les plus transparents possible. Et ça, c'est pas donné. Là. On pourra y revenir si ça vous tente un jour, là. Mais il y a tellement d'histoires tout croche qui se passent sous notre nez et qu'on ne le réalise pas nécessairement que c'est ça. Il faut vraiment prendre un pas de recul, réfléchir, bien comprendre ce qui se passe dans le milieu pour pouvoir poser des gestes importants. Et c'est là-dessus que Extinction Rebellion ont vraiment fait un bon travail. Il n'y en a plus de confiance avec les partis politiques ou avec les gouvernements. Et ça n'a jamais été une question de confiance. C'est une question de redevabilité et de résultats. Sur la redevabilité, on repassera.
puis sur les résultats, c'est un échec. Peut-être une dernière question ici. Le discours dominant tourne beaucoup autour des comportements individuels, récupération, économie d'énergie, versus les actions collectives. Vous avez abordé un petit peu ceci là, au cours de la dernière heure. Comment sensibiliser les différentes générations à l'importance d'une action politique forte et concertée et dénoncer le peu d'impact de mesures individuelles en l'absence de politique forte? Je ne sais pas si l'un d'entre vous souhaitait réagir à ceci ou répondre à la question. Comment sensibiliser les différentes générations à l'importance d'une action politique forte et concertée? Je pense que là, il faut... Oui, vas-y. Vas-y, Marouane. Allez-y, Marouane, bon, allez-y. Il y a un petit décalage, je pense. Mais je pense que je me posais la question comme ça, mais je me suis dit, en fait, c'est ce qu'on essayait de faire pendant moi, pendant ces 2-3 dernières années, puis André depuis 40 ans, une quarantaine d'années. C'est ça, c'est dévoiler les dynamiques de pouvoir, comment elles s'exercent, dévoiler les injustices qu'il y a, dévoiler le fait que justement, il y a de la désinformation comme André le nommait, mais c'est aussi le pouvoir des corporations, c'est aussi l'inaction des gouvernements, puis aussi montrer que tout ce discours sur les actions individuelles, c'est aussi la même logique de diviser pour mieux régner, sauf que là, c'est même diviser jusqu'à l'échelle la plus individuelle et la plus atomisée. Donc, je pense que c'est en montrant que ça n'a pas fonctionné et que des mêmes causes ne vont pas produire des résultats différents, que peut-être on va réussir à sensibiliser les gens, à s'impliquer plus, à politiser plus leur analyse de la chose, peut-être. Je pense que c'est vraiment crucial. André, voulez-vous ajouter quelque chose sur cette question? Les actions individuelles demeurent absolument fondamentales dans le sens qu'on a tous quelque chose à faire. Et il y en a qui en ont plus que d'autres à faire, c'est sûr, mais on doit intégrer ce volet-là de l'action globale, si on veut. Mais toute action individuelle est vaine si nos gouvernements travaillent dans le sens contraire. Je reviens à l'exemple de tantôt. Quand on a entendu Justin Trudeau à Paris dire qu'on serait les leaders de la lutte au changement climatique et que là, il s'est fait élire là-dessus même après, mais qu'au fond, on a fait exactement le contraire, bien voilà où les actions individuelles ne peuvent pas porter. Peut-être entre 2015 et 2019, plein de gens ont changé leurs habitudes pour aller dans le transport collectif, pour avoir une voiture qui consomme moins. Bon, elle est loin, loin, loin inférieure à la somme des gaz à effet de serre émis par l'augmentation de la production de 50% du pétrole bitumineux. Donc, il y a une limite à ce que les individus dans leur vie peuvent faire, mais les individus associés, travailler ensemble pour faire prendre des responsabilités à nos administrations, ça, c'est fort. Et c'est comme ça qu'on a gagné les batailles. Il ne faut jamais faire confiance aux politiciens. Ça va être le dernier message que nous allons garder de cette conférence webinaire. Parce que le temps nous manque, malheureusement, il est 11h29, mais je voudrais juste terminer avec un commentaire qu'une personne a écrit dans les questions et réponses, puis c'est ma façon à moi aussi de vous remercier. Alors, voici ce que la personne écrit. En passant, cette discussion est magnifique. C'est enrichissant, intéressant, franc et intègre. Wow! Vous abordez des sujets auxquels on réfléchit depuis longtemps et qui nous touchent profondément. Alors, je me fais le relais de ce message-là. Je vous remercie personnellement. Moi, la question environnementale et la question des âges et des générations m'interpellent très, très personnellement. J'ai appris beaucoup. Je suis certaine que les gens du webinaire aussi ont appris beaucoup. Marouane Joundi, André Belle-Île, merci beaucoup. Longue vie à vous dans votre engagement, vos actions. Merci beaucoup. Et je passe la parole à Mme Trudeau. Alors oui, énergisant
En effet, d'entendre ces deux générations aborder nos préoccupations climatiques de manière aussi complémentaire, je suis sûre qu'on reste avec un tas d'idées qu'on va laisser décanter. Je remercie nos conférenciers, merci Madame Lagacé et merci à vous tous de vous être joints à nous aujourd'hui pour ce webinaire. On se donne rendez-vous demain à 10 heures pour la table ronde Conjuguer action environnementale et intergénérationnelle qui sera animée par Monsieur Étienne Berthold. À demain.